chère Madame la Maire, cher Pierre, dear Eric, cher Philippe, dear friends, you must be exhausted after 3 days of intensive work, and so there is a language question to start with. Eric, I would be glad to follow what is known as a Canadian rule, which is a mix of French and English in variable proportions. Mais malheureusement, les organisateurs ont fait les choses de façon beaucoup plus logique et ont choisi entre Madame la maire et moi. Et donc Madame la maire parlera en français, comme elle en a logiquement le privilège, et l'anglais est tombé sur moi. Despite of that, it's a great pleasure to be here to conclude your 4th edition. This event gives a concrete picture of what I like to call the powerful coalition of the willing. Each and every one of us in this room and beyond this room, public authorities, academics, NGOs and think tanks, corporates and financial institutions have a part to play in this coalition. Because it is a shared challenge that no one can tackle alone. Et c'est à Paris, chère Madame la Maire, que nous sommes. And it's in Paris that we are here today, Madame Mayor. To translating momentum into concrete action. Let me mention 3 key milestones. Obviously, the COP21, back 3 years ago. The One Planet Summit in December last year. And this 4th edition of Climate Finance Day. To better address concretely the financial risks stemming from climate change, the Banque de France initiated, and it was 1 year ago for the One Planet Summit, a network for greening the financial system. And we are successful enough to have now an acronym. We are in NGFS. Sylvie Goulard stressed it this morning. We were 8 founding members. In less than 1 year, we have been joined by 13 other members and 5 observers from the 5 continents. They work together with great energy and even enthusiasm. I hope it's not a surprise for you that central bankers and supervisors can be enthusiastic. Yes, we are. In my remarks today, I will first take stock of the NGFS achievements and then outline the decisive steps that are still ahead of us in order to anticipate climate risk, and this will be my second message, and seize opportunities, this will be my third message. But one word first about NGS achievements already at this stage. As highlighted by the last winner of the Nobel Prize in Economics, William Nordhaus, I quote him, although there is substantial uncertainty about the path of climate change and its impact, this does not reduce the urgency of taking strong climate change policies today. Tackling climate change to prevent the airplane from crashing is obviously first and foremost the responsibility of appropriate public policies, be they in energy, as announced yesterday for France, transportation, housing, or, yes, I say it with a smile for French people in this audience, or, yes, in taxation and carbon pricing. Finance cannot substitute these appropriate public policies. This is very important. But finance can help. And as central bankers and supervisors, we are determined to help. I would even say that this challenge is our new frontier, comparable to the financing of growth and major infrastructures in the 19th century, or to the management of great financial crises in the last 100 years. The first progress report of our NGFS, released in October, is hence an important step. For the first time,
This coalition of the 21 willing central banks and supervisors has unanimously agreed that climate-related risks, as a source of financial risk, are within a central bank's mandate. The NGFS will not stop there, and next year we will publish our first comprehensive report, which will provide, on a voluntary basis, policy recommendations for central banks and supervisors. This will take place in Paris again at the upcoming NGFS conference at the Banque de France on April 17. You are all most welcome. How can we help to prevent the airplane from crashing? We can help by shedding light on climate risks, and we can help by seizing opportunities while aligning incentives and mobilizing capital. Let me start with the anticipation of climate-related risks. Our first priority should be the disclosure of existing exposures in the financial sector, what I call the snapshot of risk. The recommendations of the task force shared by Michael Bloomberg, another acronym, TCFD, with sponsorship from the FSB, have been groundbreaking as they provide a practical framework allowing companies to disclose their climate-related financial risk. However, and let us be honest about that, an accurate and consistent vision of the risk requires a wider implementation of the TCFD's recommendation. Comparability first. Significant room for progress remains in this area. To enable markets to price risk, we need comparable metrics thanks to a common taxonomy and better access to higher quality and more consistent data. I here fully support the work of the Technical Expert Group on Sustainable Finance of the European Commission, and our first NGFS workstream is also working in this field of comparable and reliable data. We should then gradually move from a voluntary towards a compulsory transparency based on a comply or explain principle. We have some experience with that in France, with Article 173 of the French Energy Transition Law. This article could usefully serve as a reference studied at the European level. This is a snapshot of risk, but we should go beyond in a dynamic perspective. And the NGFS is working on what I would call a video of risks, with long-term, forward-looking stress tests to assess the dynamic effects of climate change on economic and financial stability. The NGFS is currently developing economic scenarios based on climate change that could be used to conduct stress tests in the future. Meanwhile, the ACPR, which is the French supervisor, has conducted a survey on banks and insurance companies to evaluate how they integrate physical and transition risks in their risk management. The results will be published by early 2019. They will be a good point to assess the progress made so far by the industry towards taking both risks, physical and transition risks, into account. I would, at this stage, suggest some caution on some NGOs' analysis, concluding that French banks have a fossil energy bias. Their risks associated with the oil and gas sector have indeed decreased between 2015 and 2017. This ACPR survey will also be valuable as inputs in designing the new framework needed to perform stress test exercises and assess climate risks across the French financial system as a whole. Let me come to my third and last message about financing transition opportunities.
Like any good pilot, I spoke of an airplane crash. But we want our plane to gain some altitude. And our goal is not only to manage climate change-related risks, but also to align incentives to make sure the transition is adequately financed. As time goes by, our ability to achieve a 1.5 to 2 degrees scenario is being seriously challenged, to say the least. And the amount needed to finance the transition is increasing steadily. The massive investment is required to promote further development of technologies, notably carbon capture and storage and electricity generation from renewable sources. The amounts at stake vary, but as an illustration, the last IPCC report, as you know, IPCC is the English acronym for the French GIEC. The last report, published last October, estimates that until 2050, the energy-related mitigation investments to limit warming to 1.5 degrees reach $900 billion per year. The needs are so considerable that public financing alone will never be sufficient. But per year, this amount represents less than 1% of the world gross product. The burden is a heavy one, but it is far from insurmountable if we join forces. So let me turn to the private sector before coming back to conclude to central banks. Fortunately, the private sector is already showing a growing interest in green finance. I would cite many examples, including the sharp rise in the global climate-aligned bonds market, which reached this year an outstanding of $1.4 trillion. All this looks very promising, but it is still insufficient. We should not rely solely on green bonds. We also need more green loans and more green financing in general, accessible also to individuals, SMEs, and startups. This is a quantitative challenge, but the mobilization of private capital raises also qualitative challenges. An orderly scaling up of green finance requires keeping markets away from greenwashing practices. And so I would wish then that an EU-wide standard based on high-level common principles regarding the management of the funds and independent impact assessments would be articulated with a common green taxonomy or charter. It is critical to protect market integrity. And it would certainly make sense to build notably on the two most widespread private standards, the Green Bond Principles and the Climate Bond Initiative. Let me, as said, conclude with central banks. They must also send out the right signal and lead by example. We at the Banque de France have adopted in March this year a charter on responsible investment for the management of our own funds and our pension portfolios. This means allocating them to socially and environmentally responsible investment funds. With respect to disclosure, we are going to disclose next March the climate risk exposures of our own funds and pension portfolios. And we are also working to adopt in the near future a TCFD-like reporting which would fit the specificities of central banks. Regarding the role of monetary policy, let me share some first thoughts. Some voices have been calling for a green quantitative easing. But monetary policy has to be broad-based and remain neutral
to ensure proper functioning through its transmission channels. It is difficult to target it towards achieving specific social or sectoral impacts. However, this does not preclude the Eurosystem from buying green assets. The ECB currently owns around euro 79 billion of eligible green universe bonds from both the public and the private sector. And this amount is already obviously significant. It does not mean either that monetary policy should ignore the question of climate change. Within our price stability mandate, I really believe further analytical work is needed to better understand the medium to long-term impact of climate change on intermediate monetary policy objectives and ultimately on our monetary policy strategy. In addition, from an operational perspective, if evidence shows that transition and physical risks have an impact on the risk profile of certain assets, central banks should draw a logical conclusion and incorporate these financial risks in their collateral framework. I would like to finish with the message of the other Nobel Prize winner of this year, Paul Romer. He said during his Nobel speech, I quote him, "Humans are capable of amazing accomplishments if we set our minds to it." On climate-related risks, in less than 1 year, central banks and supervisors have accomplished concrete steps to mainstream green finance in all their activities. And so, notwithstanding the political progress we would all wish for at international level, we are determined to follow our flight plan as financial authorities. Merci beaucoup de votre attention. Madame la maire de Paris, il vous revient de conclure ces 3 journées. Dear Nous sommes Mayor très of honorés de votre Paris, présence. you are here to conclude these 3 days. We are very honored of your presence. Thank you so much for your invitation. I'm very proud to be here. It's an honor. Thanks for your speech before in English, and now allow to me to speak in French. Thank you. Monsieur le gouverneur, merci beaucoup. Les organisateurs de ces 3 jours de forum, de sommet, merci d'avoir organisé, et je pense bien sûr à UNID, je pense à Finance for Tomorrow et bien sûr à Europlace. Et je veux saluer d'ici Augustin de Romanet qui m'avait proposé de venir conclure ces 3 jours de travaux. Parce que avec Europlace, je crois que nous avons beaucoup travaillé et très vite nous nous sommes retrouvés sur cette vision commune. Paris devait être une place financière très importante, et notamment après le Brexit, mais même sans le Brexit. Mais pour moi, cette place financière devait être une place orientée sur la finance verte. C'était un élément sur lequel, avec Gérard Mestralet, puis Augustin de Romanet, nous nous sommes vraiment entendus, s'entendre sur une vision du futur. Alors, après toutes ces interventions, tous ces débats, permettez-moi aussi de vous livrer quelques messages. Le premier message, c'est que nous n'avons plus le temps d'attendre. L'urgence est là, les scientifiques nous la rappellent tous les jours, et même sans les scientifiques, les événements sur la planète nous le rappellent tous les jours. Le changement climatique est à l'œuvre et il produit des désastres partout sur la planète, pas simplement sur des
territoires qui seraient des territoires plus vulnérables et aux risques climatiques et qui auraient moins de moyens de les contrer. Non, aujourd'hui nous le savons, cela produit des dégâts incommensurables partout sur la planète, et y compris une ville comme Paris a connu sur les 3 dernières années 2 grandes crues de la Seine, des inondations à des périodes qui n'étaient pas du tout des périodes où nous pouvions imaginer qu'il y ait des inondations. Et nous avons connu 4 ou 5 pics de canicule durant l'été, là aussi avec des températures voisinant les 40 degrés à Paris, ce qui est quelque chose d'exceptionnel et qui, bien sûr, nous oblige à repenser totalement notre ville, nos territoires et je dirais plus largement notre modèle. Donc le premier message, c'est que ce qui est fait ici, ce qui est porté par ces acteurs publics, privés, par les responsables politiques à l'échelle des pays, à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle locale, est quelque chose d'indispensable. Et cette grande coalition est une coalition qui doit nous permettre de remettre, je dirais, nos politiques et nos actions en accord avec ce que nous savons sur le risque climatique. Donc il est urgent d'agir. Et pour agir, bien sûr, il y a besoin de moyens. Et il faut orienter la finance. Et il faut orienter la finance vers ce que sont les énergies renouvelables, les énergies recyclables, vers tous ces secteurs qui sont des secteurs qui sont impactés par le changement climatique, mais qui sont aussi des secteurs de notre économie qui sont aujourd'hui porteurs d'opportunités nouvelles, de création d'emplois et de création de richesses. Et donc, il faut accomplir cette mutation de la façon la plus rapide possible, la plus déterminée possible, et forcément, il y a des résistances. Forcément, il y a des résistances parce que le monde des énergies fossiles est un monde qui est celui qui finalement a structuré la politique, la géopolitique, l'industrie depuis maintenant des siècles. Mais ce monde des énergies fossiles, si nous le regardons avec lucidité, il a aussi été celui qui a généré beaucoup de conflits parce que ces énergies fossiles, elles ont été finalement appropriées parfois par des puissances vis-à-vis de d'autres puissances. Et ce monde des énergies fossiles, non seulement, je pense qu'il a été très générateur de beaucoup de conflits sur la planète, mais qu'aujourd'hui, ce monde des énergies fossiles est aussi un monde qui peut en finir avec la planète et avec les humains qui y vivent. Donc il faut sortir de là le plus rapidement possible. Bien sûr, personne n'a une baguette magique, moi non plus. Et donc pour sortir d'une situation qui est bien incrustée dans nos économies et dans nos modèles, pour aller vers cet autre modèle, il faut gérer cette transition. C'est là que la finance, le secteur privé sont cruciaux. Il faut jouer le jeu, il faut y croire et il faut se dire que oui, il y a ces perspectives économiques qui sont aussi un plus pour l'ensemble de nos sociétés humaines. Et il faut mettre en place, évidemment, des stratégies et des plans d'accompagnement de la sortie de ces énergies fossiles. La finance a un rôle très important parce que le signal qu'on donne lorsqu'on taxe le carbone, et je suis pour la taxation carbone, je suis pour une fiscalité écologique. Le signal que l'on donne est un signal fort, c'est de remettre à égalité, ou quasiment à égalité, l'investissement et la rentabilité des investissements dans les énergies renouvelables par rapport à l'investissement dans les énergies fossiles. Et il faut rééquilibrer. Bien sûr qu'il faut de l'intervention par la loi, par des traités internationaux, mais aussi par une ou fiscalité ou une taxation ou une approche des énergies renouvelables qu'il nous faut soutenir et des énergies fossiles qu'il nous faut aujourd'hui bloquer le plus possible. Ça résiste, mais le fait qu'il y ait autant de volontaires dans cette grande coalition est quelque chose de positif. Et vous avez à plusieurs reprises avant moi cité Michael Bloomberg qui porte, et qui est une des grandes voix aujourd'hui des États-Unis d'Amérique, qui porte justement à la fois ce message
optimiste sur ce qu'il y a à gagner à accélérer cette transition écologique et énergétique, et qui porte aussi une voix qui m'amène à mon second message. C'est la voix des villes, la voix des territoires. Bien sûr qu'il nous faut des superstructures avec les Nations Unies, les organisations internationales, l'Union européenne, les grandes nations, les grands États qui s'engagent sur cette transition et son accélération. Mais on le sait, pour agir concrètement, il faut agir à partir des citoyens, à partir de là où s'organise la vie humaine. Et la vie humaine, elle s'organise à l'échelle de territoires. Et aujourd'hui, on le voit, il y a un mouvement de convergence de plus en plus de citoyens, d'habitants de la planète vers les villes. Ils convergent vers les villes. Et il y a ce phénomène des villes-mondes qu'on peut regarder aussi avec inquiétude. Mais ces territoires-là sont des espaces aussi de démocratie. Ce sont des espaces de démocratie à échelle humaine. Ce sont des espaces où les citoyens, parce qu'on y parle de leur vie quotidienne, le changement climatique a des conséquences sur la vie quotidienne et on parle de la vie quotidienne sur nos territoires, dans nos villes, les citoyens peuvent non seulement appréhender, mais eux-mêmes s'engager et eux-mêmes porter leurs aspirations et eux-mêmes participer à ces changements. Et lorsqu'on va chercher les citoyens, ils répondent présents. Et souvent d'ailleurs, c'est eux qui poussent les politiques, parce que souvent, ce sont eux qui sont en avance par rapport à la réflexion des femmes et des hommes politiques. Alors Michael Bloomberg, qui a été aussi maire de New York, porte cette idée que c'est aussi par les territoires et par leur mobilisation qu'on va pouvoir accélérer les choses. Et je suis convaincue, comme lui, que c'est par les territoires qu'on va pouvoir accélérer les choses, pour une raison simple. À l'échelle de nos villes, il y a à la fois tous ces impacts du changement climatique, tous les impacts de la globalisation, impact positif et impact négatif, et c'est à cet endroit-là, dans nos villes, où il y a tous ces impacts, que nous devons trouver des solutions et que nous mettons en œuvre des solutions. Et les villes sont des espaces de démocratie beaucoup plus agiles, plus flexibles que les États. Les villes, parce qu'elles n'ont pas les mêmes prérogatives et les mêmes conditions qui sont fixées à leur action, peuvent agir plus vite. Et c'est ce que nous avons essayé de faire avec Michael Bloomberg, avec le réseau du C40, le C40, qui réunit aujourd'hui 98 des plus grandes métropoles mondiales. Et bien sûr qu'il faut réunir le réseau de la finance verte avec ce réseau du C40. Nous essayons de démontrer qu'à l'échelle de nos territoires, nous agissons et que nous pouvons entraîner aussi l'économie et la finance dans cette action. Et à l'échelle des villes, il y a des secteurs qui sont très importants pour nous. Je pense au secteur de la mobilité, qui est un des secteurs économiques majeurs qui a son impact direct dans nos villes, et c'est avec les villes que se font aujourd'hui les inventions de cette mobilité de demain. Il y a le secteur de la construction, du bâtiment, qui est un secteur extrêmement impactant, à la fois pour le climat, mais qui peut être aussi, s'il est rapidement orienté vers le changement climatique et la condition, effectivement, d'aller vers du zéro carbone, peut être un facteur de réponse aux objectifs fixés notamment par l'accord de Paris sur le climat. Et puis le troisième secteur, ce sont les énergies. Jusque-là, on ne parlait pas des énergies comme d'un secteur local, puisque les énergies, par définition, elles étaient produites à des endroits par des grandes firmes, très très grandes firmes, qui contrôlent et la production et souvent aussi la distribution de ces énergies. Aujourd'hui, l'énergie, et notamment les énergies renouvelables et recyclables, n'ont pas besoin d'être appropriées. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la paix dans le monde, hein, si jamais on en prend conscience. Il n'y aura plus de guerre pour s'approprier des ressources, puisque par définition, elles sont là et elles nous appartiennent à tous. Et il n'y a pas besoin de se les approprier. Il suffit de prendre ce qui nous est utile, mais pas tout prendre pour créer le rapport de force avec d'autres. Et les énergies renouvelables, aujourd'hui,
Dans une ville, par exemple, comme Paris, nous savons que nous pouvons, non pas devenir totalement autonomes, mais nous savons que nous pouvons, et nous le faisons, chauffer des immeubles grâce, par exemple, à l'énergie que nous récupérons dans les sous-sols de Paris, dans les égouts de Paris. Nous savons que nous pouvons chauffer des immeubles grâce à la chaleur produite par des data centers. Nous savons que nous pouvons produire de l'énergie à partir de l'eau de la Seine. Nous savons que nous pouvons produire de l'énergie à partir de sources géothermiques qui existent dans les sous-sols de Paris et nous allons puiser, notamment tout le nord-est parisien. Les logements sociaux du nord-est parisien sont en grande partie alimentés par des sources de géothermie qui sont sous nos pieds. Et tout cela n'a pas besoin de passer par des systèmes centralisés. La production d'énergie peut se faire à un endroit très local, sa distribution aussi, et ça change tout. Ça change tout. Mais il nous faut les investissements, il nous faut les moyens pour pouvoir financer les investissements permettant de passer de ce modèle totalement construit autour d'énergies fossiles, qui est le modèle d'antan, vers ce modèle nouveau. Alors cette transition, il faut la conduire. Par exemple, dans une ville comme Paris, lorsque j'ai pris conscience que, évidemment, les moyens publics, le budget public n'allait pas être suffisant pour accompagner cette mutation, même si je pense que le rôle des pouvoirs publics est de donner l'impulsion. Si, par exemple, à Paris, je ne dis pas en tant que maire de Paris que nous devons changer notre système de mobilité, sortir de la voiture thermique et de la voiture diesel pour aller vers des mobilités collectives, électriques, hydrogène, propres, et vers aussi les véhicules autonomes, si je ne dis pas ça en tant que maire de Paris et que je ne pose pas cet acte-là, eh bien, il n'y a pas de raison que ça se fasse. Ce n'est pas simplement l'initiative privée qui va pouvoir remplacer cela. Il faut bien sûr que les politiques donnent cette impulsion. Si je ne dis pas ici à Paris sur l'énergie que nous allons faire du recyclable et du réemploi, il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas à considérer que nos déchets sont juste des déchets et pas de l'énergie. Donc on voit bien que le rôle du politique, que ce soit à l'échelle locale, nationale ou internationale, il est de fixer le cap et de dire voilà où nous devons aller et comment nous devons y aller. Et on doit être accompagné. Et dans une ville comme Paris, lorsque j'ai pris conscience qu'évidemment, je ne pourrais pas, avec le budget de la ville de Paris, qui est pourtant important, conduire toutes ces transformations, je suis allée chercher des green bonds. On a fait 2 levées extrêmement intéressantes qui viennent financer des projets privés, pas le budget municipal, des projets privés, de start-up, d'entreprises qui viennent apporter ces innovations. Et j'ai eu aussi l'idée de proposer que Paris puisse aussi créer son fonds vert. Ça n'était pas autorisé par la loi, je l'ai obtenu du gouvernement précédent. Et aujourd'hui, nous avons un fonds vert, là aussi, qui a levé 100 millions d'euros. Demain, nous avons une réunion et nous travaillons avec Demeter, qui a été chargé de la gestion de ce fonds vert, pour que justement ces financements aillent vers les initiatives qui vont nous permettre de résoudre, et j'ai demandé qu'on regarde ces 3 secteurs, de la mobilité propre, de la construction zéro carbone et de l'énergie renouvelable, recyclable, directement au domicile ou dans les entreprises des Parisiens. Donc tout cela est possible, mais peut-être que là où nous devons être extrêmement précis, puisqu'on le voit, certains voudraient présenter l'écologie comme l'ennemi de l'économie, ou l'écologie comme l'ennemi des catégories populaires, puisque l'écologie serait réservée à ceux qui auraient les moyens et que donc elle ne s'appliquerait pas à tout le monde. C'est là que le politique a un rôle, je crois, très important d'entraîner la société tout entière vers cette idée qu'il faut avancer sur ce chemin, mais en posant des garanties. Je vais conclure mon propos notamment sur une idée qui me tient à cœur depuis longtemps. Je pense que pour pouvoir accomplir ce mouvement et mettre en place aussi l'accompagnement social nécessaire, l'accompagnement industriel et l'accompagnement social nécessaire, il nous faudrait par exemple
à l'échelle européenne, prendre une grande décision. Cette grande décision qui pourrait d'ailleurs donner confiance au reste des continents, parce que beaucoup regardent quand même l'avenir de l'Europe, cette Europe qu'on aime, est quand même aujourd'hui en difficulté ou un peu compromis. Je pense que si, par exemple, l'Europe, à partir de ses États membres, de ses citoyens, décidait aujourd'hui de dire tout ce qui relève de la transition économique et énergétique, l'investissement des pays européens au titre de cette révolution que nous devons accomplir dans les énergies et dans les transports, la construction, ne relève pas du calcul de la dette des pays, mais relève bien d'une dette que nous n'aurons pas vis-à-vis des générations futures. Parce que ce que nous faisons là, c'est préparer la vie pour les générations futures. Je suis sûre qu'on peut trouver un chemin qui soit un chemin beaucoup plus enthousiasmant, beaucoup plus mobilisateur. Si on considère que tout ce qui, en matière d'investissement, se rapporte à la transition écologique et énergétique en Europe, que ce soit dans les domaines de la mobilité, de l'énergie ou de la construction, nous permet d'envisager des projets communs, je suis sûre que là, on donne un signal bien au-delà de l'Europe, parce que c'est un signal du fait que l'Europe n'abandonne pas les objectifs de l'accord de Paris. La France pourrait être d'ailleurs celle qui entreprend le plus en la matière. Et je pense qu'on donne aussi un signal aux citoyens européens de l'importance des institutions et d'une institution comme l'institution européenne. Il y a des solutions, il faut les poser. Bien sûr qu'il faut du courage, mais je pense surtout qu'il faut oser sortir de nos schémas de pensée classiques, sortir de ce qui nous enferme, sortir de cette façon de penser que nous avons eue, qui nous a contraintes, qui a sans doute permis beaucoup d'avancées et beaucoup de progrès. Mais il faut redéfinir cette notion de progrès. Je pense que le progrès est directement lié à ce que nous avons écrit dans l'accord de Paris. Et je conclus là-dessus. Je suis maire de Paris et je dis souvent, si la maire de Paris n'appliquait pas l'accord de Paris, alors qui l'appliquerait ? Donc vous me trouverez vraiment à vos côtés pour toutes ces avancées et ces progrès. Merci. Thank you everybody, merci beaucoup. Merci à tous. C'était très dense. Merci à tous les organisateurs, merci beaucoup à tous ceux qui y ont participé, qui sont restés très nombreux jusqu'à la fin. Je pense que ce seront 3 jours très marquants. Donc merci à vous tous et un cocktail nous attend à la sortie.